Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Puis j'en profite évidemment pour remercier mon complice du jour, Laurent Trojani, qui répond toujours positivement à nos invitations ou à mes invitations pour des conversations, puisque j'ai souhaité qu'on fasse vraiment à deux voix en fait cette rencontre, et puis qu'elle est elle-même le produit d'une belle rencontre. Puisqu'on s'est rencontré avec Laurent pour de vrai il y a quelques mois, et effectivement, voilà, très forte connexion sur le fond, à la fois sur les enjeux et la manière de concrétiser. Et ce n'est pas toujours facile, cette notion de prendre soin. Et donc, je trouvais que ça avait du sens de pouvoir faire ce pépite café donc, à deux. On a préparé donc une petite présentation, une dizaine de slides. Donc, vous voyez, on est assez sobre avec Laurent. L'objectif, c'est de vous apporter, j'espère, en tout cas un maximum d'intrants pour vos propres réflexions, vos propres démarches de transformation. Et puis, comme l'a rappelé Marie-Hermine, évidemment, beaucoup de temps de questions-réponses. Et puis, pour l'anecdote, moi, je suis engagé au sein de la marque depuis très longtemps. J'ai même été à une période assez longue, 2 fois adhérent au titre de l'entreprise dans laquelle j'ai évolué et de Grenoble École de Management. Et on a commis, je pense que pour certains vous le savez, un ouvrage collectif que j'ai eu le plaisir de diriger avec le délégué général et le président de la marque, dont on prépare la deuxième édition, qui a pris un petit peu de retard du fait de la pandémie, mais donc j'espère que voilà, vous pourrez la découvrir prochainement. Je démarre sans plus attendre. Et en jeu réalité, je voudrais juste rapidement commencer par 2 slides. Une première qui me paraît très importante quand on parle de care, pour moi, qui est de revenir effectivement à l'échelle de la personne. Alors, ça fait toujours un petit peu bizarre quand je parle comme ça en entreprise, parce qu'on a l'habitude, et Laurent, dans son titre, porte en particulier l'expérience client-collaborateur, de parler du client, du collaborateur. Moi, je parle de la personne humaine, puisque le client, le collaborateur sont d'abord des personnes, et cette notion de care qui nous renvoie vers une forme d'éthique qu'on appelle l'éthique du care, qui fête d'ailleurs pour le symbole cette année, donc c'est 40 ans, puisque cette réflexion a émergé donc en 1982, c'était l'ouvrage d'une psychologue, Carole Gilligan, et c'est bien cette forme d'éthique qui me nourrit et dont j'essaie de m'inspirer avec d'autres, parce que je ne suis pas tout seul, pour essayer de penser ou repenser, on va dire, nos modèles managériaux, mais plus globalement, on va dire, notre manière de transformer les organisations. En fait, cette forme d'éthique, quand on la regarde de près, elle nous dit finalement des choses assez intéressantes qui n'ont en soi, on va dire, rien de très révolutionnaire, mais je pense que c'est bien de se réaligner par rapport à cette matrice des 4 besoins cardinaux, comme je les appelle, de la personne humaine. Le premier, c'est la confiance, et j'ai mis à l'écran les 2 belles définitions de mes 2 co-auteurs du livre que nous avons publié donc, autour de cette notion de care il y a maintenant 3 ans. Donc, Marc Grassin et merci Laurent. C'est de la pub en attendant. Hein. Voilà, magnifique teasing. Voilà. Et Christophe Benavent. Christophe dit, et j'aime beaucoup cette définition, faire confiance, c'est quoi au fond? C'est accepter de se placer dans une position de vulnérabilité. C'est-à-dire en tant que manager, c'est accepter de ne pas tout maîtriser, de se mettre un petit peu en risque et de confier finalement les clés un petit peu du camion à un collaborateur. Et ça fait le lien avec cette notion de vulnérabilité qui est au centre en fait de la notion d'éthique du care, puisque l'éthique du care nous rappelle que nous sommes des pauvres humains, vulnérables, fragiles, et que cette dimension-là, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Et vous le voyez, de fait, repenser l'entreprise ou penser le management à l'aune de la vulnérabilité, déjà, ça nous décale un petit peu. Et puis, peut-être un peu plus sobre, et cette définition de Marc que j'aime aussi beaucoup, au fond, il dit c'est quoi faire confiance, c'est faire le pari de l'autre. Voilà, je crois qu'on ne peut pas le dire mieux, et je pense que dans la posture managériale, c'est quelque chose qui peut faire écho. J'en suis convaincu aux managers que vous êtes. En tout cas, moi, ça me parle en tant que manager. Et fondamentalement, vous le voyez aussi dans la relation client, c'est faire confiance, c'est-à-dire considérer que le client n'est pas suspect, n'est pas un fraudeur potentiel, n'est pas quelqu'un qui va chercher à tricher. Et quand vous évoluez dans des métiers comme les métiers du transport public de personnes ou comme le métier de l'assurance, c'est quelque chose qui fait écho, parce que culturellement, c'est parfois des choses qui sont difficiles en fait à travailler. Le premier besoin, c'est la confiance. J'ai besoin de sentir qu'on me fait confiance, et puis j'ai besoin en réciprocité, si je parle du manager, de sentir aussi que mon équipe me fait confiance. Ces 4 besoins marchent en réciprocité. Le deuxième, c'est l'écoute. Alors là aussi, j'enfonce une porte ouverte, sentir qu'on est écouté. Pour autant, toutes les organisations publiques ou privées dans lesquelles je peux mettre les pieds en tant que consultant,
me disent à chaque fois que en fait, le sentiment général, c'est de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Donc l'écoute, aujourd'hui, on dispose, et Laurent en reparlera, de formidables outils, de puissants outils pour à la fois mieux entendre la voix des clients, mieux entendre la voix des collaborateurs, entendre aussi la voix des managers, la voix finalement de l'ensemble de nos parties prenantes. C'est un sujet sur lequel on reviendra d'abondance avec Laurent. Mais c'est vrai que l'écoute et la capacité aussi à montrer qu'on apporte des éléments face à des sujets majeurs pour les équipes, c'est quelque chose qui est fondamental. Le troisième besoin, on appelle ça dans le champ du CARE le pouvoir d'agir. En management, on parle beaucoup, vous le savez, de droit à l'initiative, d'empowerment, d'autonomie. On lui préfère, et je lui préfère, cette notion de pouvoir d'agir qui, je trouve, est beaucoup plus parlante, c'est-à-dire ce sentiment de pouvoir être acteur dans les moments décisifs face au client, par exemple, pour reparler de la relation client, de prendre la bonne initiative, de sortir peut-être un peu des process, un peu des clous, parce que face à ce client dans telle situation, c'est la bonne façon pour agir et pour apporter de la satisfaction au client. Et je suis en capacité d'expliciter à mon manager pourquoi je suis, le cas échéant, sorti en fait du processus. C'est ça le pouvoir d'agir. Et vous voyez que ça marche en ligne étroite avec la confiance. C'est-à-dire que je me fais suffisamment confiance et j'ai suffisamment confiance dans mon organisation pour prendre en fait cette initiative parce que je sais que on ne va pas venir me taper sur les doigts dès lors qu'on agit en responsabilité et en conscience par rapport en fait à la situation donnée. Et le dernier qui est pour moi peut-être le plus fondamental, c'est la reconnaissance, c'est la valorisation, c'est l'estime de soi, c'est la considération que l'on a pour les personnes. Et là, ça dépasse très largement ce qu'on nomme en management ou en RH finalement le sujet de la reconnaissance. C'est comment nous nous efforçons de créer les conditions pour que nos équipes, nos clients, finalement, avec nous, en tout cas, ressentent de la considération, en tout cas pas du mépris. Hein, si je me fonde sur la sociologie et la philosophie de la reconnaissance que développe Axel Honneth, qui est quelqu'un qui m'inspire énormément, mais au contraire, des conditions qui créent de la considération pour les parties prenantes de la relation, si je reviens sur le terrain de la relation client. Donc, vous voyez, la confiance, l'écoute, le pouvoir d'agir et la reconnaissance, c'est une matrice assez basique, mais assez fondamentale sur laquelle il me paraît essentiel de se réunir. Et j'aurais pu multiplier les exemples à l'infini. Le temps nous est compté, donc je voulais juste terminer ce propos introductif par une illustration qui, je pense, sera parlante et que j'emprunte, donc vous le voyez, à une grande entreprise française bien connue qui s'appelle Michelin. Je me permets de partager ce schéma puisqu'il est dans un de mes ouvrages, donc j'ai l'autorisation pour le partager. Et vous le voyez, tout est exprimé. Finalement, c'est peut-être la meilleure introduction à ce qui va suivre et à l'intervention maintenant de Laurent, c'est dire finalement l'expérience client, l'expérience collaborateur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que finalement, c'est un seul et même sujet. On a le petit cœur avec les petites mains potelées là, du bibendum au centre de l'image. En vert, le côté client, en bleu, le côté collaborateur. Et ce que je voulais partager avec vous, c'était surtout ce que j'ai mis dans le titre, c'est-à-dire que la manière dont Michelin a avancé en fait sur ces sujets depuis maintenant un certain nombre d'années a conduit l'entreprise à redéfinir ce qu'ils appellent un modèle managérial. Et ce modèle managérial, ils lui ont donné un nom. C'est un magnifique acronyme, et vous voyez, qui me touche évidemment, puisque cet acronyme, c'est ICARE. Et chacune de ces lettres a un sens. Le I, c'est pour l'inspiration, c'est-à-dire que le souhait, c'est d'avoir des managers qui sont inspirants pour leurs équipes. Le C, c'est d'avoir des managers qui créent ce climat de confiance dont j'ai parlé. Le A, c'est d'avoir des managers qui restent attentifs au monde qui les entoure. Et là, ça fait le lien avec ce par quoi nous terminerons avec Laurent, qui est le volet sociétal, c'est-à-dire pas simplement focal business, mais voilà, une vision un peu plus macro et un peu plus complexe des écosystèmes dans lesquels on évolue. On est en entreprise, il ne faut pas le perdre de vue. Le R, c'est quand même de rendre compte des résultats, mais c'est aussi une manière de parler aussi de l'engagement sociétal, de ne pas surconsommer des ressources, parce que ça, ce n'est pas bon pour la planète, et d'être effectivement vigilant par rapport à l'efficience. Et puis, on retrouve donc la notion de pouvoir d'agir à travers le E qui termine cet acronyme ICARE, qui est l'empowerment, la responsabilisation en français chez Michelin. On retrouve, vous le voyez, finalement, quelque part, cette matrice à travers finalement la manière dont, chez Michelin en tout cas, on a résumé ce qui est attendu au fond d'un manager dans l'entreprise. Et maintenant que j'ai dit un petit peu finalement ce qu'était cette éthique du CARE et peut-être comment déjà commencer à se l'approprier en entreprise, cher Laurent, finalement, le CARE chez Ikera, c'est quand même aussi une belle histoire dans laquelle tu es maintenant depuis quelques années. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de la manière dont vous vous efforcez de concrétiser finalement cette logique au sein d'une entreprise leader aujourd'hui en France du recouvrement?
Merci Benoît pour la transition. Ravi d'être parmi vous ce matin et puis merci beaucoup aussi Benoît pour cette invitation et bien sûr à la marque. Moi, j'ai essayé de vous présenter un petit peu de manière très concrète puisque c'était la figure imposée que nous a demandé un petit peu Marie-Hermine côté Amarc et Marie-Louis en disant mais soyez très concrets, donnez-nous des exemples très concrets des choses que vous avez mis en place. Donc voilà, moi j'ai essayé de vous expliquer un petit peu cette déclinaison comme vous l'a expliqué Benoît qui m'a inspiré beaucoup. La petite blague avec l'ouvrage, c'est aussi voilà, le regroupement de ce qu'a pu écrire Benoît par le passé ces dernières années, que moi j'ai essayé finalement d'essayer de décliner de manière très concrète dans cette aventure Ikera. Alors Ikera, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, c'est quand même un secteur d'activité assez particulier. On est leader français de tout ce qui est gestion, acquisition de créances, donc tout ce qui est recouvrement. Donc on n'a pas à proprement parler, nos interactions quotidiennes avec nos clients, ce n'est pas pour vendre des services, ce n'est pas pour vendre un produit, c'est pour aller récupérer de l'argent, une dette dans une situation d'impayé. Donc, c'est quand même assez particulier. C'est quand même des relations qui sont de temps en temps assez tendues. Donc, l'ambition finalement de notre groupe qui a démarré il y a 4 ans, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut transformer ce métier un peu du recouvrement qui avait une image un peu négative et de se dire comment est-ce qu'on peut prendre un peu plus soin, donc pour revenir dans le thème du CARE, c'est comment est-ce qu'on peut prendre un peu plus soin de clients qui sont dans une phase un peu difficile, compliquée, comment est-ce qu'on peut finalement s'inscrire dans un parcours client également et se dire comment est-ce qu'on peut vraiment à ce moment-là être différenciant et prendre un peu plus soin de ces clients-là. Et puis également, comment est-ce qu'on accompagne nos collaborateurs en prenant soin également d'eux pour les accompagner dans cette transition. Donc l'objectif de notre direction, c'était de se dire, voilà, on va être beaucoup plus care. Donc c'est pour ça qu'on porte cette notion de care et se prendre soin au cœur de notre nom, Ikera, donc avec IQ pour l'intelligence humaine, le care voilà, qui est autoporteur hein, avec ce QER et notre propre programme, notre philosophie du CARE chez Ikera, et puis ERA pour lancer finalement notre entreprise dans une nouvelle ère, cette nouvelle ère du recouvrement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement vraiment pour prendre soin et de nos clients qui nous sont confiés par nos grands donneurs d'ordre, qui sont un peu leur trésor de guerre, et qu'est-ce qu'on a fait pour prendre soin de nos collaborateurs dans cette phase de transition et les accompagner au mieux. Bon, bah, concrètement, et ça, il n'y a rien de révolutionnaire non plus, on a mis en place du feedback management, ce qui a un peu de différenciant. Et peut-être c'est un petit élément à reprendre peut-être dans vos entreprises, c'est n'hésitez pas à écouter vos clients, même dans des phases compliquées. Aujourd'hui, on intervient dans le cadre des pépites café de la marque en réclamation. C'est également un moment qui est assez compliqué, mais on sait très bien, et ça je sais que Marie-Louis le prône depuis de nombreuses années, une réclamation bien traitée, c'est aussi un promoteur de demain pour votre marque et pour vos entreprises. Bah, c'est exactement la même chose dans le cadre d'un recouvrement. Aujourd'hui, un client qui est dans une phase d'impayé, c'est dans à peu près 30% des cas, c'est une personne qui réclame. C'est une personne, c'est un nouveau réclamant. C'est une personne qui arrête et qui stoppe son paiement pour pouvoir être écoutée par la marque. Et donc, n'hésitez pas à mettre du feedback management dans cette phase un peu spécifique de votre parcours, parce que si vous la traitez bien, déjà, c'est un acte de rétention très fort, et en même temps, ça peut être un acte de fidélisation et un acte de reconquête, finalement. Donc, nous, on l'a fait en tout cas dans le cadre de notre activité, ce qui fait que depuis 3 ans, on a fait du feedback, ou en tout cas déployé de manière extrêmement massive sur l'ensemble de tous nos sites, et ça représente voilà, 1600 collaborateurs au niveau du groupe. On a déployé du feedback management dans ce moment particulier qui est la phase de recouvrement. Ça représente plus d'1 million d'enquêtes et au-delà du 74% de cette année de taux de satisfaction qui est pour nous vraiment quelque chose dont on est extrêmement fier, c'est surtout la progression de où on est parti et l'hétérogénéité finalement qu'il pouvait y avoir sur l'ensemble des sites. Donc, c'est comment finalement on a réussi à prendre soin de l'ensemble de nos clients de manière homogène avec une politique depuis 4 ans qui est comment est-ce qu'on va mieux traiter, mieux écouter, mieux distinguer les différents cas qu'il peut y avoir dans une phase de recouvrement. J'ai parlé des réclamants. On peut aussi parler de ceux qui, malheureusement,
contournent le système et donc jouent aussi de ça et qu'il faut absolument, j'ai envie de dire, aller chercher. Et puis, il y a la dernière catégorie, et on en reviendra en fin d'intervention, qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les personnes en situation de fragilité qui ne peuvent pas payer. Donc, il faut arriver à faire ce distinguo. Et pour arriver à faire ce distinguo, eh ben, il faut aussi également accompagner nos collaborateurs. Et comment on l'a concrétisé également chez Ikera depuis maintenant 4 ans, ben, on écoute finalement à différents moments nos collaborateurs. Déjà, ceux qui ne sont pas encore collaborateurs d'Ikera, les candidats, la manière dont on va leur signifier le fait qu'ils n'ont pas intégré l'entreprise, bah, c'est aussi extrêmement important en termes de notoriété, en termes d'image qu'on va laisser. Donc, aujourd'hui, on écoute tous nos candidats à qui on a dit non. Autre phase qui est extrêmement importante, c'est la phase d'onboarding. Quand on accueille des candidats, mettez en place des enquêtes sur vos nouveaux collaborateurs qui intègrent l'entreprise quand vous avez une transformation culturelle à mettre en place. Nous, on intègre entre 400 et 500 nouveaux collaborateurs par an. On a beaucoup de contrats courts, on a beaucoup de CDD. On est aussi dans un métier qui est assez compliqué. Donc, par moment, on a des personnes qui souhaitent partir vers de nouvelles aventures. Donc, on recrute beaucoup. Recruter beaucoup, ça veut dire intégrer des nouvelles personnes et faire en sorte que ces personnes, on en prenne soin également pour qu'ils puissent adhérer à notre culture. Donc, mettez en place ces enquêtes d'onboarding, c'est extrêmement important. Vous verrez, on apprend plein de choses sur notre culture, sur nos valeurs et sur vraiment ce qu'on a envie de laisser comme trace. Puis après, il y a 2 grandes parties. Je vais passer très vite sur la partie Pulse. Écoutez vos collaborateurs régulièrement. Nous, on a une petite enquête très rapide, une enquête d'humeur où on demande simplement comment ça va à nos collaborateurs et 1 ou 2 questions d'actualité avec beaucoup de questions ouvertes de verbatim. On appelle ça les Pulse. Ça a apporté vraiment beaucoup de vrais bons résultats pendant la période Covid parce que écouter régulièrement ses collaborateurs, c'est aussi admettre que la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain et donc d'adapter ses plans d'action. On l'a fait de manière beaucoup plus consistante avec une enquête qu'on appelle Confidence. Et puis aussi, celle-là, ça a été beaucoup plus compliqué à convaincre, mais c'est également extrêmement important aussi de savoir que dans une phase d'offboarding, quand on quitte l'entreprise, c'est bien de savoir pourquoi nos collaborateurs quittent l'entreprise pour prendre soin de ceux qui restent et de se dire on s'est peut-être trompé sur certaines choses. Donc voilà, c'est un peu ça notre philosophie du care chez Ikera, c'est prendre soin des clients débiteurs dans différentes phases pour essayer de transformer cette image et s'inscrire finalement dans la continuité des parcours de nos grands donneurs d'ordre et prendre soin de nos collaborateurs à différentes phases pour essayer d'être au plus juste dans notre accompagnement. Et si on voit sur le slide suivant, moi, ce que j'ai souhaité aussi mettre en avant, c'est plus on va, j'ai envie de dire, restituer de manière transparente, plus on va accompagner les collaborateurs avec des actes, plus on va leur expliquer ce qu'on va faire, plus on va être au plus proche de leurs attentes, plus à ce moment-là, ils vont s'exprimer. C'est le petit slide de gauche. Notre dernière enquête Pulse, c'était 69% de taux de participation. C'est-à-dire plus d'un collaborateur sur 2 qui répond et qui s'exprime à nos enquêtes internes. Ça veut dire qu'au tout début, on était entre 30 et 35%. Pourquoi on a réussi à faire augmenter de manière extrêmement sensible et assez conséquente ces taux de participation? C'est parce que finalement, très peu de temps après, et c'est aussi un autre petit tip que je vous donne, c'est surtout restituer les résultats de manière très rapide. Faites-le moins d'1 mois après la fin de l'enquête. Faites-le de manière transparente. Expliquez ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, et surtout dites ce que vous allez faire. Et s'il y a des choses que vous ne savez pas encore faire, dites que vous allez revenir vers eux. Et donc, à ce moment-là, il y aura une véritable notion du care de « on vous a entendu », et on revient aux 4 besoins un peu points cardinaux qu'évoquait Benoît tout à l'heure, c'est « on vous a entendu, on vous a écouté et on va agir et on va essayer de faire des choses pour vous ». Donc et ça porte ses fruits, hein, cette transparence, ça nous permet finalement de pouvoir bien piloter et d'avoir surtout une spontanéité dans les réponses et des vrais sujets qui sont évoqués. Et puis après, surtout, autre tips,
laissez la parole au verbatim, laissez la parole à l'expression libre dans vos enquêtes. Ne faites pas des enquêtes très conséquentes, très longues, avec beaucoup de choix multiples. C'est un peu la partie de droite. On travaille sur notre enquête confidence annuelle avec KPAM, qui laisse vraiment la part belle à l'expression des verbatims, à l'expression des collaborateurs. Et quand on a envie d'en prendre soin, on doit les laisser s'exprimer sur ce qui les touche, vraiment de manière importante, avec des barres d'émotion qui sont extrêmement importantes. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur la manière dont on traite le CARE un peu de manière très concrète chez ICAR. Benoît, je te laisse la main justement sur finalement le prendre soin. Aujourd'hui, on a basculé un peu dans un monde hybride, et le monde hybride, c'est aussi les espaces de travail. Donc voilà, c'est un peu aussi ton cœur de métier maintenant chez Corus. Donc je te laisse un petit peu en parler aussi sur le prendre soin des clients et des collaborateurs dans les espaces de travail. Merci beaucoup Laurent. Je pense que le propos était très clair et puis on retrouvait bien effectivement, et tu l'as souligné, la manière de répondre finalement à ces 4 besoins cardinaux. Tu as parlé de confiance et de transparence, et ça apparaît dans le parcours candidat à travers effectivement le confidence. Tu as parlé aussi de considération à la fois pour le client endetté, notamment le client fragile, mais aussi pour le collaborateur dans un métier, tu l'as rappelé, qui n'est pas facile. Et puis, tu as parlé bien sûr aussi de la vulnérabilité, de la fragilité d'un gros tiers de vos clients qui sont des clients en réelle difficulté socio-économique et sur qui, effectivement, il n'est pas de bon ton de taper une deuxième fois. Et c'est toute la démarche et toute l'ambition que tu as rappelée de transformation du métier. Alors, moi, je voulais aussi m'efforcer d'être concret dans cette partie-là. Vous parlez du lien finalement entre mon métier aujourd'hui au sein du groupe Corus, qui est un aménageur. Donc, on réalise des espaces de travail, donc pas quasiment tous les métiers. Et bien sûr, le thème de l'expérience client collaborateur. Et je voulais démarrer par cette image que j'aime beaucoup, que j'ai empruntée à mon ami Vincent Huguet-Brard à l'époque où il a initié et piloté. Il a fait ça pendant quelques années, toute la relation client pour un grand groupe japonais dans le domaine des loisirs électroniques qui s'appelle Bandai Namco, qu'on connaît tous parce que c'est notamment le groupe qui possède une très belle licence qui s'appelle Pac-Man. Et ce groupe, donc présent en Europe, présent à Lyon pour la petite histoire, pour l'ensemble de l'Europe, n'avait pas au départ de relation client. Et donc, quand il est arrivé, il avait effectivement quand même le contact @Namco et il a découvert des milliers d'emails qui, quelque part, étaient là dans une espèce de salle d'archives virtuelles, sombres et auxquelles on ne répondait jamais. À savoir ici, en l'occurrence, des joueurs, des gamers, donc qui avaient des problèmes, découvraient des bugs ou avaient un problème pour passer d'un palier à l'autre et qui s'adressaient assez naturellement à l'entreprise puisqu'ils trouvaient cette adresse mail, mais à laquelle, malheureusement, personne ne répondait jamais. Donc, on est parti de très, très loin chez Bandai Namco et Vincent donc, a mis en place toute la démarche en quelques années. Et pourquoi je vous en parle? Je vous en parle pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a mis la notion, effectivement, de prendre soin au cœur de son projet managérial, surtout dans une dynamique qui faisait que ses équipes n'étaient pas ses équipes, puisque les gens que vous voyez en fait à l'écran sont sur une plateforme externalisée dans un autre pays européen que la France. Il n'avait donc pas de management, si je puis dire, direct, s'adressant à une équipe de collaborateurs qui pilotait la relation client, mais il pilotait donc, entre guillemets, un prestataire. Et une de ses attentions a consisté, et ça fait le lien avec mon métier, c'est pour ça aussi que je vous montre l'image, parce que c'est parlant évidemment, plus que des pratiques managériales, c'est de se dire, finalement, quand je vais sur le plateau là-bas, il faut que je puisse créer un environnement de travail qui soit agréable en fait pour nos équipes. Il faut que je crée, vous le voyez en bas, un petit espace de pause avec des canapés, avec quand même un petit côté très cosy, pour que, effectivement, ton travail puisse venir se former et progresser dans leur pratique des jeux vidéo, puisque c'est le cœur de métier de l'entreprise. Et donc, d'avoir créé un décalage total, puisqu'il était la seule entreprise qui travaillait avec ce centre d'appel multi-client, bien sûr, à avoir finalement ce degré d'investissement et de prendre soin des équipes. Ce qui fait que les autres collaborateurs de la plateforme, quand ils passaient effectivement la tête comme ça sur le plateau, qui voyaient finalement cet univers-là, ils disaient « Waouh, pour qui tu bosses, ça donne envie ». Et ça, c'était important pour lui de dire « Moi, j'ai besoin de fidéliser plus que mon partenaire les personnes qui travaillent en fait au quotidien par chat, par mail et un petit peu par la voix pour répondre en fait aux besoins de mes clients et notamment quand ils ont des difficultés. Et j'ai besoin de ne pas être dans ce turnover habituel et donc d'avoir des équipes qui soient motivées, qui se sentent engagées auprès de la marque, auprès de nos clients et qui me soient fidèles. »
Et ça a tant et si bien marché qu'il a reçu un grand prix international, qui est le Stevie Award, et pour, bien sûr, ce qu'il a réalisé en matière de relations clients. Mais il est bien clair que tout ce qu'il a obtenu de ce point de vue-là est le fruit, notamment, de cette manière de prendre soin de ses équipes, pas que, mais notamment à travers les espaces de travail. Et puis, je voulais partager avec vous 2 autres exemples que je trouve intéressants pour faire écho à ce que Laurent a développé autour de l'écoute, de la voix du client et de la voix du collaborateur. Le premier, c'est un cas qu'on a pu déjà partager dans différents cercles de l'expérience client. C'est tout le travail qu'a conduit une grande entreprise de biopharmacie qui s'appelle BMS, Bristol Myers Squibb. Et vous voyez ici en fait une photo du siège social, donc, du côté de Rueil-Malmaison, où finalement cette entreprise, qui culturellement est une entreprise très high-level, très high-tech, tournée bien sûr vers le patient, puisqu'il délivre en fait des traitements, et vers les professionnels de santé, a pu considérer, comme d'autres grands groupes industriels, que le client n'était peut-être pas forcément quelqu'un qui était toujours au centre, finalement, de la culture de l'entreprise, de ses process, et que là aussi, symboliquement, il était important de faire rentrer en fait la voix du client dans les murs. Et donc, ils ont créé, à l'occasion d'un réaménagement de leur siège social, ce qu'ils ont appelé en fait une customer room, que vous voyez à l'écran. Mais bien sûr, au-delà de cet espace, c'était toute la symbolique de dire, voilà, il y a une pièce désormais dédiée en fait à la voix de nos clients. Et dans cette pièce, on va évidemment créer de l'animation et donc des ateliers pour, en particulier, chercher des moyens de simplifier le parcours client et de faire venir des oncologues, de faire venir des cardiologues, ce qui était complètement révolutionnaire dans l'entreprise et dans la profession, pour dire, voilà, au fond, on est à votre service, vous êtes au service de vos patients, nous sommes au service de vos patients et d'abord de vous, et comment on peut finalement vous aider à mieux faire votre job, comment BMS peut être dans une posture beaucoup plus d'écoute et d'accompagnement pour faire encore mieux finalement son métier au service de nos patients. Et vous le voyez, ça a été finalement tellement incroyable que le groupe, puisque c'est un groupe nord-américain, a jugé bon de déployer cette démarche initiée en France, bien sûr en Amérique du Nord, mais dans les autres pays européens et bien sûr en Asie, et donc de permettre aussi à Christophe, qui pilote aujourd'hui cette équipe, de disposer des moyens pour déployer d'autres modalités en termes d'enquête client, en termes de formation des collaborateurs, etc. Et vous le voyez, tout ça répond, et je terminerai par là sur cette image, par rapport à ce qui est écrit à gauche. Ce n'est pas une somme finalement de petits coups comme ça anecdotiques, ça répond à une ambition qui était celle d'un métier, dans la manière de positionner ce métier au service de ses clients, mais aussi de ses collaborateurs. Et ça répondait bien là aussi, comme l'a très bien exprimé Laurent en ouverture, à une manière de penser aussi son métier différemment et de repenser finalement l'ensemble de ses activités à l'aune de ceux qu'on sert au quotidien, les professionnels de santé, les patients, mais aussi, bien sûr, et c'est affiché ici, le bien-être des collaborateurs. Puis, dernier exemple, avant de redonner la parole à Laurent, une autre manière, là aussi, à la fois symbolique, mais loin d'être anecdotique, de faire rentrer la voix du client, c'est celle de BNP Paribas Cardiff. On a pas mal évoqué ces derniers mois le fameux hologramme, le client hologrammé, si je puis dire, et qui est effectivement assez bluffant. Mais plus simplement, moi, j'aime bien ici cette autre Customer Room, parce que c'est aussi comme ça qu'elle s'est baptisée. On est à vol d'oiseau, là, 1 kilomètre de BMS, puisqu'on est à Nanterre, au siège de BNP Paribas Cardiff. La manière dont Brigitte Fest, qui est la patronne de l'immobilier et des services aux résidents, et ses équipes ont, sur un lieu qui est un lieu de flux, un lieu de passage, puisque notamment les salles de formation se trouvent à 2 pas des images que vous voyez à l'écran, d'avoir installé symboliquement cette Customer Room, avec, vous voyez, ces 2 petites assises, un écran, des douches sonores, qui permettent en fait, quand on s'assoit, on voit le visage ici d'une cliente qu'on devine assez aisément pas très contente, mais il y a aussi des clients fort heureusement contents. Là, pour faire le lien avec Laurent, on gère du sinistre. Vous comme moi, on a eu un problème de dégâts des eaux, on a 36 cm d'eau dans la maison, c'est un petit peu un problème et on est un petit peu en panique. Donc là, le client, il appelle, par définition, il a quand même un gros problème. Et donc, la prise en charge est fondamentale. C'est le moment de vérité du métier de l'assureur. Et donc, de se dire, mais comment finalement, nous aussi, dans ce métier baigné de process, dans ce métier aussi baigné d'une gestion financière rigoureuse avec les actuaires, comment on réhumanise les choses, comment on fait à nouveau entendre l'émotion que porte en fait la voix du client quand il nous appelle, soit parce qu'on n'a pas très bien pris en charge dans un premier temps son sinistre, soit à l'inverse, parce qu'il faut aussi savoir se faire du bien, pour en reparler Laurent, d'entendre aussi le positif quand on a bien pris en charge en fait son sinistre. Ça a été important aussi, à la fois dans la symbolique et dans le parcours aussi des visiteurs du siège, puisque c'est le siège social de l'entreprise,
manifester aussi à quel point cette voix du client, elle est importante, elle doit nous animer, pardon, toutes et tous, y compris celles et ceux qui sont en back-office. Alors, quand j'expose ça, vous le voyez, il y a une dimension qui est pour moi importante. J'ai commencé volontairement par l'univers du jeu vidéo, c'est la gamification, c'est la dimension ludique, c'est cette part du jeu à laquelle je crois fondamentalement. Et là, je reprends aussi ma casquette Grenoble École de Management, où on a mis en place depuis maintenant de nombreuses années ce qu'on appelle le playground, où on développe des jeux vidéo et j'espère des jeux sérieux. Et j'espère d'ailleurs, cher Marie-Louis, qu'au moment du club Plein Sud, dont tu reparleras, j'espère, que nous allons accueillir à Grenoble École de Management avec mon confrère Daniel Rey et d'autres, vous pourrez, pour celles et ceux qui viendront, visiter en fait ce playground. On considère, nous, en tout cas, qu'à Grenoble École de Management, que les jeux sérieux, c'est quelque chose de fondamental dans l'accompagnement de la transformation des organisations. Mais j'ai aussi la même conviction avec ma casquette chorus. Et je crois, cher Laurent, que toi aussi, c'est une dimension du jeu que tu trouves importante pour justement embarquer notamment les collaborateurs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Benoît, pour cette transition. Pareil, toujours dans la continuité d'exemples concrets. Finalement, quand on a préparé cette intervention avec Benoît, on a aussi beaucoup échangé sur finalement le travail de demain. Le travail de demain, finalement, avec sa problématique aujourd'hui au niveau de son quotidien, qui est finalement l'aménagement des locaux et comment prendre soin des collaborateurs dans le cadre de leur cadre de travail. Mais également tenir compte aussi de cette hybridation du travail de demain. Et donc de se dire, demain, le collaborateur, quand il va venir sur son lieu de travail, qu'est-ce qu'il doit vivre? C'est quoi aujourd'hui les émotions? Comment est-ce qu'on va finalement lui donner envie d'aller sur son lieu de travail alors que peut-être pour certains, le télétravail, c'est une zone de confort, c'est plus de productivité, c'est moins de déplacements, c'est peut-être aussi, et ça c'est un sujet qui me touche également, c'est moins de CO2 puisque moins de transport. Donc, demain, il va falloir aussi expliquer à nos collaborateurs que le lieu de travail, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on va vivre certaines choses, où on va vivre une certaine expérience et où on va prendre soin de nous. Donc, nous, pour essayer un petit peu de traduire ça, on a essayé d'anticiper un peu cet avenir de l'hybridation et de se dire qu'est-ce qu'on va faire vivre à nos collaborateurs sur notre lieu de travail, au-delà de l'esthétique et de l'ergonomie des bureaux chers à Benoît dans son activité chez Chorus. C'est de se dire qu'est-ce que le collaborateur va vivre et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui qu'il ne vit pas. Et donc, cet exemple, pour reprendre ce jeu sur l'exemple sur la gamification, lors de nos enquêtes en phase d'onboarding, nos nouveaux collaborateurs nous expliquaient votre organisation, finalement, on ne la comprend pas bien, on n'a pas bien compris l'interaction entre les différents services. Bref, c'était quelque chose, malgré une présentation très claire, très concrète, nos nouveaux collaborateurs n'arrivaient pas à bien se situer au milieu de cette organisation au niveau de notre groupe. Donc ça, c'est ce qui ressortait beaucoup dans nos enquêtes onboarding. Donc on s'est dit de quelle manière on peut finalement arriver à faire mieux comprendre cette organisation et comment est-ce qu'on peut le faire d'une manière différente. Et donc comment y intégrer aussi également cette dimension de comment leur faire vivre un moment sur notre lieu de travail qui soit différent, qui ait une expérience différente, qui soit marquante de manière émotionnelle. Et donc, à l'époque, moi, j'avais dans mes équipes un jeune alternant qui a fait un bout de chemin après chez Ikera avec nous, qui avait fait une école de design et qui m'a proposé finalement de créer un jeu de plateau. Alors, à l'époque, s'est posé la question, oui, mais on était en pleine période de Covid, pourquoi ne pas faire un jeu à distance, un jeu digital. Et on a vraiment anticipé le fait qu'on a vraiment voulu que ce soit un jeu de plateau pour que les gens retournent sur site, vivent quelque chose ensemble, que ce soit un moment particulier, un moment de cohérence, un moment de cohésion pour avoir une vraie promotion et que des gens de différents services vivent cette émotion un peu particulière sur leur lieu de vie. Donc, on a créé un jeu qui s'appelle À la découverte d'Ikera, dans lequel, finalement, un petit personnage vit une aventure à travers notre organisation. On découvre de manière ludique à quoi servent les services, quelle interaction ils peuvent y avoir, quel est notre rôle, finalement, d'un point de vue humain et sociétal dans le métier qu'exerce Ikera, à savoir le recouvrement.
Et donc, c'est quelque chose qui est abordé de manière différente. On n'est plus dans une présentation formelle de l'organisation, on est dans un moment d'échange, 2 mois après l'arrivée du collaborateur, où finalement, il va se rendre sur site, il va partager un moment unique avec des personnes qu'il ne connaissaient pas, parce que finalement, l'intégration se fait souvent de manière un peu différente sur chacun de nos sites. Et donc, on a utilisé le jeu pour essayer de mêler ces différentes problématiques, à savoir prendre soin de nos nouveaux arrivants, essayer de répondre à une problématique identifiée dans le cadre de nos enquêtes d'expérience collaborateurs et essayer de redonner du sens à la venue sur un site et vivre des émotions sur un site. Voilà, c'est un peu un autre exemple concret qu'on a souhaité vous présenter avec Benoît. Et donc, pour faire la conclusion sur la dernière partie un peu de notre intervention, c'est aussi un des sujets communs qu'on a évoqué tous les deux et qui nous tient vraiment à cœur. Moi j'ai la chance depuis janvier, en plus de l'expérience client et collaborateur, d'avoir récupéré une autre activité chez Ikera qui sont les engagements durables, plus communément appelés la RSE, parce qu'on pense que manager du care et faire du care, c'est aussi également vers l'externe. Et c'est, comme l'appelle Benoît, finalement, le troisième C, c'est le care, c'est les citoyens, c'est prendre soin des citoyens. Et je crois que d'ailleurs, tu avais un petit support à nous présenter là-dessus, Benoît. Merci beaucoup, Laurent. Et c'était un dernier thème qu'on voulait partager dans ce temps compté avec vous. On a beaucoup parlé effectivement du client et du collaborateur. Et puis, cette intuition qui nous est commune avec quelques autres, de se dire, mais au fond, le sujet, c'est plus tellement ou plus simplement effectivement cet alignement, cette recherche de mise en cohérence entre finalement l'expérience client et l'expérience collaborateur, mais c'est aussi ce troisième C, comme l'ont nommé mes amis du Futuroscope. Je pense ici notamment, et je leur remercie, Laetitia Rivron, qui est la directrice des ressources humaines et de l'organisation du parc, qui porte notamment cette même démarche que toi, Laurent, au sein de ce parc de loisirs, avec cette vision des 3C, donc le client, le collaborateur et le citoyen. Je pense que là aussi, les choses ont profondément changé. D'abord, il y a eu une pandémie. Donc je pense qu'aujourd'hui, la manière que l'on a de regarder nos métiers est foncièrement différente. Je pense que le client comme le collaborateur, c'est la vision du Futuroscope, et je la trouve très, très juste, sont aussi non seulement des personnes, mais aussi des citoyens. Et quand vous appelez Futuroscope et que vous commencez à entendre, et là aussi ça revient, ça nous ramène vers l'enjeu de l'écoute client-collaborateur, vers des signaux faibles du type, tiens, vous vous appelez Futuroscope, mais moi je trouve encore des gobelets en plastique pour me rafraîchir sur votre parc. Est-ce que c'est cohérent avec votre mission? Eh bien, de savoir entendre en fait ces signaux faibles et de se dire, oui, au fond, le client, le visiteur, qui est aussi un citoyen, il a raison de nous interpeller là-dessus, et là, il nous pointe un petit peu sur nos incohérences, et donc il est nécessaire d'y travailler. C'est cette évolution vers ce que j'ai appelé dans un bouquin le triple engagement, s'engager auprès de nos clients, s'engager auprès de nos collaborateurs, et comme Laurent l'a très bien exprimé, donc aussi cette notion d'engagement durable, cette notion d'engagement sociétal, de s'engager auprès d'eux. Alors moi, j'ai la chance d'évoluer dans 2 organisations, et notamment Grenoble École de Management, qui a été la première business school en France, et ça, on en est très fiers, à devenir entreprise à mission. Et donc, on a passé, entre guillemets, la période probatoire des 18 mois. Donc, le premier audit se prépare par un organisme tiers indépendant. Donc, c'est une très belle démarche portée notamment par Julie Perrin-Hallot et son équipe. Et c'est vrai qu'aussi, cette bascule vers l'entreprise à mission, ça participe en fait de cette transformation, comme le label Bicorp, comme d'autres choses sur lesquelles Laurent pourra revenir tout à l'heure. On voit bien qu'il y a tout, ce mouvement-là. Et on est convaincu aussi avec Laurent d'une dernière chose, c'est que j'ai parlé du client, mais c'est le collaborateur. Le collaborateur, aujourd'hui, Laurent parlait du travail hybride et du télétravail, nous interpelle en nous disant, mais finalement, le télétravail chez vous, c'est quoi, 2 ou 3 jours semaine? Parce que moi, sinon, ça ne m'intéresse pas. Là, on commence à être pas mal challengé, et on est convaincu, et on commence à le voir, que demain, le collaborateur sera aussi très exigeant en nous disant, mais au fond, la RSE chez vous, c'est quoi? Vous êtes entreprise à mission ou pas? Et là, effectivement, on ne pourra pas être mèche courte, c'est-à-dire que soit on a effectivement des éléments de preuve, on va dire oui, effectivement, on est tous perfectibles, mais voilà déjà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on prépare, et voilà peut-être quelle sera ta place à toi en tant que collaborateur, peut-être à travers du mécénat de compétences demain, pour t'engager dans l'entreprise. Mais si on n'est pas en capacité de répondre et d'aligner là ici très clairement l'expérience collaborateur avec l'engagement sociétal, ça va devenir compliqué.
Cher Laurent, du coup, très concrètement et pour finir, avant j'espère d'avoir plein de commentaires et de questions et de réponses, comment concrètement, maintenant que tu portes aussi la responsabilité de ce troisième C, si je puis dire, chez Ikea, comment ça se manifeste très concrètement chez toi? Alors, chez moi, et vraiment, c'est quelque chose vraiment où on partage fondamentalement cette conviction avec Benoît. Je pense que demain, le prendre soin, il sera beaucoup plus global. Nos collaborateurs de demain, quand ils vont choisir des entreprises, ils vont aussi choisir des entreprises qui prennent soin de leurs collaborateurs, qui prennent soin de leurs clients, mais qui prennent soin également et de la planète et des citoyens. Ce sera un des critères, et ça, les jeunes générations nous le disent de plus en plus. Qu'est-ce qu'on vit chez vous au-delà au-delà d'exercer un métier, au-delà de réaliser une mission, c'est qu'est-ce qu'on peut vivre également en plus. Donc, je pense que sur ce sujet, il faut vraiment rester très humble, être crédible. Euh, Autant en expérience client, on peut être jugé si on fait des promesses et qu'on ne les respecte pas et on est sanctionné tout de suite par les clients. Autant sur cet aspect RSE, à savoir enjeux sociétaux et environnementaux, là, on peut encore moins se tromper parce que la sanction, elle est 10 fois ou 100 fois supérieure. Parce que là, du coup, elle est ressentie de manière démultipliée. Donc, nous, chez nous, comment ça se traduit et quel angle d'attaque on a opté, c'est-à-dire pour être le plus crédible, le plus humble possible et essayer d'agir vraiment concrètement. On est dans un métier où, comme je vous l'ai dit, finalement, on a des clients donneurs d'ordre qui nous demandent finalement de traiter leurs clients qui sont en situation d'impayé et on a nos collaborateurs. Et puis, on a cette problématique finalement de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux toute cette sphère et puis également répondre à notre problématique aujourd'hui sociétale. On voit les enjeux aujourd'hui au niveau de l'énergie. Il y avait des thématiques qui sont évoquées pendant cette période d'élection autour du pouvoir d'achat. On voit que demain, nous, les personnes avec qui on est en interaction, peuvent être en situation de fragilité extrême. Donc, nous, la manière dont on a souhaité attaquer cette problématique de la RSE et être le plus crédible possible, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aider les gens lorsqu'on est en contact avec eux et comment est-ce qu'on peut finalement proposer un circuit un peu parallèle qui permet de se dire, lorsqu'une personne exprime une situation de fragilité financière, comment est-ce que, on va pouvoir étaler un peu plus sa dette plutôt que de lui mettre la tête sous l'eau, et comment est-ce qu'on peut l'orienter, et comment est-ce qu'on peut l'accompagner en lui proposant un circuit un peu différent avec différentes aides, l'orienter vers des organismes comme Crédit Municipal de Paris ou Crésus qui sont spécialisés dans les situations de surendettement pour arriver à accompagner ces personnes-là. Donc ça, c'est un axe très fort. C'est quelque chose qui est extrêmement valorisant pour nos collaborateurs parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus fiers, et même moi, hein, à titre personnel, il y a 4 ans, je disais, je travaille dans la banque, dans le secteur bancaire. Je ne parlais pas de mon secteur d'activité de recouvrement. Aujourd'hui, nos collaborateurs, ils n'hésitent pas à parler de leur métier, de ce qu'ils font, parce que la manière dont on le fait qu'elle est plus humaine, plus sociale. Et c'est ça qu'aussi qu'on essaye de travailler en termes d'attractivité et de marque employeur, c'est-à-dire de se dire, on va plutôt aider les gens plutôt que de leur mettre la tête sous l'eau. Et donc ça, je pense que c'est un aspect qui sera extrêmement important demain sur le prendre soin, c'est prenons soin finalement également de nos citoyens. Prenez soin de la planète. Si vous êtes dans des secteurs d'activité où vous avez de fortes émissions de gaz à effet de serre parce que vous produisez, parce que vous êtes dans un secteur beaucoup plus orienté là-dessus, allez-y de manière très humble. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a appris dans un premier temps avec nos partenaires, puis on a essayé d'y aller progressivement avec des petites équipes. Et puis maintenant, on veut se doter d'une ambition et aller plus loin parce que c'est la volonté de notre direction, parce que c'est aussi une source de différenciation commerciale. On n'est pas philanthrope non plus, hein. Je ne veux pas non plus avoir un discours démagogique, mais on est vraiment dans quelque chose dans lequel on croit. Et pour terminer là-dessus, on est particulièrement fiers puisque il y a maintenant une grosse semaine, on a obtenu un label qui est de la part de Choose My Company, qui est un label qui s'appelle Impact Index, qui est un label RSE, mais qui n'est pas un label déclaratif comme on peut avoir avec EcoVadis ou Bicorp, mais qui est un label finalement où c'est nos propres collaborateurs et nos salariés qui évaluent finalement la crédibilité de notre politique RSE. Et on est particulièrement fiers parce que voilà, sur nos 1600 collaborateurs, on a eu plus de 800 réponses. Donc, on est
très, très content. Et voilà, c'est à partir du moment où cette politique elle est ressentie, ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien. C'est quelque chose qu'ils ressentent. Donc voilà, c'est prenez soin de vos clients, c'est important, en prenant soin en premier lieu de vos collaborateurs, mais parce que vos collaborateurs aussi vont prendre soin du monde qui nous entoure et de votre sphère d'influence autour. Voilà, c'est un peu cette philosophie qu'on a chez Icare. Merci beaucoup Laurent.